Bien. Mesdames et messieurs, certains d'entre vous, en voyant l'intitulé de cette conférence, ont pu se demander ce qu'était cet ovni qui s'appelle le petit Talleyrand portatif. C'est tout simplement une quarantaine de pages que j'ai cru pouvoir mettre dans un petit manuel sur le métier diplomatique que j'ai commis il y a quelques mois et qui s'appelle « La diplomatie expliquée à une jeune fille du XXIe siècle » et qui est simplement un petit manuel sur en quoi consiste le métier de diplomate. Ce que je pense vous dire, je crois que vous le découvrirez très vite, prolonge d'une certaine manière les précédents conférenciers. Emmanuel de Varesquiel dans sa première intervention cet après-midi et Vincent Huriult à l'instant. C'est une quarantaine de pages de citations en vrac dans cet ouvrage tirées des écrits publics et privés de Talleyrand depuis la période quasiment révolutionnaire jusqu'à environ 2 mois avant sa mort en 1838 et qui, au fil des années, en tant que diplomate actif, me sont apparus comme pouvant s'appliquer au métier diplomatique que les uns et les autres nous pratiquons à travers le monde, aujourd'hui encore. S'il a, au moins à 2 reprises, Talleyrand, en 1798, puis 2 mois avant sa mort, en 1838, émis des textes qui sont des brèves synthèses sur les caractéristiques, les bonnes pratiques, les moins bonnes du métier diplomatique, il n'a jamais écrit, rédigé ce qu'on pourrait appeler un traité de la bonne pratique dans le métier diplomatique. Or, je n'ai pas cherché moi-même à faire un traité, mais j'ai été frappé depuis le début de ma carrière diplomatique, ou presque le début, en étant secrétaire d'ambassade à Londres dans les années 1972-76, par la lecture qui se trouvait, des textes qui se trouvaient dans les caves de l'ambassade, de double de la correspondance qu'il envoyait à Paris. Je crois que tout ça, enfin je sais même que ça a été rapatrié aux archives à Paris depuis déjà quelques décennies. Et avec un collègue premier conseiller de l'ambassade, on s'était régalé de découvrir que certaines dépêches pouvaient, en changeant 3 mots sur la situation anglaise, etc., ce qu'il fallait faire entre la France et l'Angleterre, pouvaient s'appliquer à l'époque contemporaine. Tout à fait frappant. Dans son introduction au livre « Mémoires et correspondances du prince de Talleyrand », Emmanuel de Varesquiel écrit que Talleyrand, je le cite, est aussi et surtout un très grand praticien de la politique. Les développements théoriques, les principes qu'il expose sont toujours par rapport à leur valeur d'usage et jamais de façon abstraite. Leur valeur d'usage. Vous constaterez, je pense, l'exactitude de cette affirmation. Pour commencer, je vous donne 2 exemples très simples. Talleyrand, il ne faut jamais se fâcher contre les choses, car cela ne leur fait rien du tout. Le diplomate, débutant ou chevronné, enfin, il vaut mieux s'adresser à un débutant, qui fait sienne cette observation, il a compris, disons, un quart de son métier. S'il l'applique. Couve de Murville, d'ailleurs, le ministre du général de Gaulle, prolongeait cette formule par son « ne jamais se départir de cette sérénité qui seule permet de s'imposer ». C'est totalement talleyrandien, ça. Je ne dis pas qu'il a voulu imiter le prince des diplomates. Hein. Je pense que mes collègues diplomates ici ne me contrediront pas si j'ajoute que, véritablement, les meilleurs diplomates que j'ai rencontrés, français comme étrangers, et j'en ai rencontré quelques-uns, tous pays confondus, ne se fâchaient jamais contre les choses. Ils ne se départaient jamais d'une véritable sérénité. Deuxième exemple. Talleyrand, donner des conseils n'est pas intervenir lorsque celui qui les donne n'élève pas la prétention de contraindre à les suivre.
En se bornant à ce rôle amical, on ne blesse pas l'indépendance de l'État à qui ces conseils s'adressent. Et aucun gouvernement et aucun autre gouvernement ne saurait en prendre ombrage. Le diplomate, et chaque mot compte dans ce genre de phrase, le diplomate qui a intégré ce précepte, je crois, a également acquis un autre quart de ses qualités, de son métier. Car un conseil, c'est peut-être ça que voulait dire, dans le fond, tout à l'heure, Vincent Heurieult, avec le deuxième texte qu'il a montré en 1814, lorsqu'il est donné avec les mots, avec les formes qui conviennent de façon à ne pas froisser l'interlocuteur, dont les sensibilités étrangères sont souvent à fleur de peau, surtout si les situations sont complexes, c'est tout sauf de l'ingérence. Vous aurez vu, j'imagine, il y a 3 jours, je crois, je me trompe peut-être d'un jour, dans les gazettes parisiennes, que le président de la République recevait le président égyptien. Parlant du combat commun contre le djihadisme, il a publiquement invité à ne pas donner de leçons. Il songeait aux ONG qui, évidemment, étaient un petit peu marris de voir le chef de l'État français ne pas foncer sur le président égyptien pour parler des droits de l'homme, des choses de ce genre. La presse a d'ailleurs ajouté qu'il y a eu un tête-à-tête et que, apparemment, certains cas particuliers ont été évoqués. On retrouve tout à fait le conseil de Talleyrand. On peut donner des conseils amicaux, oui. En récoltant donc ces diverses, au cours de plusieurs années, citations de Talleyrand, qui me sont apparues comme pouvant servir dans le métier de diplomate que j'ai exercé et que tout diplomate peut exercer, il y avait 3 types de textes qui me paraissaient séduisants. L'essentiel, c'est ceux, comme ces 2 premiers, qui peuvent aider à bien gérer sa carrière, si je puis dire, bien être efficace, pas trop se tromper. Une deuxième catégorie, mais je serai bref tout à l'heure en mentionnant, c'est des généralités sur la France, l'Angleterre ou l'homme en général aussi, plutôt pessimiste, Talleyrand. Et puis quelques traits d'humour qui sèment beaucoup de sa correspondance et de ses écrits de façon un peu surprenante. Voyons d'abord quelques autres sentences toujours utiles en diplomatie. Je les ai groupées par thème quand même. Premier thème très constant chez Talleyrand, évoqué largement par Emmanuel de Varesquiel, celui de la lenteur, mais je dirais tout de suite plutôt de l'absence de précipitation dans l'action. Avec sa fameuse phrase « L'action, quand elle ne sert pas, nuit ». Cela n'a l'air de rien, mais est très vrai. Le diplomate dont l'activité n'est pas utile à la gestion des dossiers qu'il traite ne fait pas véritablement avancer efficacement ses affaires. Invoquer des arguments fallacieux qui seront tout de suite combattus, surcharger une correspondance de choses inutiles quand on écrit à Paris pour demander ou des instructions, etc. Ça ne fait pas progresser le business, pour schématiser. Et le diplomate acquérera assez vite une réputation de brouillon et d'agité. Vous êtes d'accord? Talleyrand, dans les affaires importantes, le reproche de lenteur contente tout le monde. Il donne à ceux qui le font un air de supériorité et à celui qui le reçoit l'air de la prudence. Je vais de nouveau citer le zèle, évoqué tout à l'heure par Emmanuel de Varesquiel. Dans notre carrière, le zèle n'est que nuisible. La réserve que je prescris n'est pas trop populaire, mais je la crois utile. Ne brusquons rien. Nous serons refusés si l'on demandait officiellement des choses que l'on est décidé à nous accorder. Je ne le ferai pas tout le temps, mais là, ça vaut le coup de le dire. C'est en 1831, quand il est à Londres, à propos de la lenteur avec laquelle les Hollandais traitent le dossier de l'indépendance de la Belgique.
Ce qui peut se comprendre parce que ça équivalait à couper pratiquement la Hollande en deux pour faire une Belgique indépendante. Mais j'ai même constaté, comme d'autres, la pertinence de ce conseil à l'égard du ministère français des Affaires étrangères. Et des diplomates étrangers, américains ou autres, que j'ai connus très bien, constataient la même chose avec le département d'État. Quand on est impatient d'interroger le DRH ou des gens de ce genre pour demander quelque chose, un poste, ou etc., si le diplomate qui fait le siège de sa hiérarchie, très souvent, c'est contre-productif. Il suffit quelquefois d'attendre et puis plouf, la chose arrive. Pas tout le temps, mais très fréquemment. Une anecdote, je vous ai dit que j'avais été secrétaire d'ambassade à Londres, et il y avait une tradition, j'allais dire qu'elle remonte un peu de père en fils de diplomate à Londres, même si ce n'est pas tout à fait la même chose physiquement. Le nouveau diplomate arrivant se faisait dire par l'un ou l'autre des diplomates, comme disait Talleyrand, messieurs, surtout pas de zèle. Avec un sourire, évidemment, parce qu'on travaillait activement. Talleyrand, la patience doit être un des premiers principes de l'art de négocier. Un exemple, rappelez-vous Dominique de Villepin au Conseil de sécurité à l'ONU en 2003 pour éviter une invasion précipitée américaine en Irak. Il plaidait certes vite et fort, mais pour de la patience avant une intervention, se basant sur les rapports positifs de l'Agence de Vienne sur l'énergie atomique. Or, la patience, dans la gestion du temps du diplomate, c'est complexe parce que quelquefois il est bousculé, pressé par ses autorités politiques, le ministre dont il dépend et puis quelquefois d'autres, par l'opinion aussi, on peut le dire, et il aimerait disposer d'un peu plus de temps pour négocier que ce qu'on lui accorde quelquefois. Et ce n'est pas évident, cela, dans nos sociétés, vous le savez évidemment, motivées par le temps court, pour ne pas dire instantané, et surtout quand on négocie avec des représentants de pays, de sociétés dont le temps long est la pratique plus habituelle, en particulier en Afrique et en Orient, mais pas uniquement. Talleyrand, moi qui suis sur le sol de la vieille Europe, je sens qu'il faut laisser au temps tous ses droits, et que de nous presser est trop hors des habitudes anglaises pour ne pas nous ôter un peu de l'espèce de poids qu'il faut donner à toutes nos démarches. Moi qui suis sur le sol de la vieille Europe, je suis sûr que ça vous rappelle exactement les termes de Dominique de Villepin à cette même réunion du Conseil de sécurité en 2003 pour essayer de convaincre de ne pas aller trop vite. Je ne dis pas qu'il a copié Talleyrand, mais c'était le même sentiment exprimé. Talleyrand, ne pas se presser dans les démarches que l'on a à faire a un grand avantage. Quand on ne se presse pas, cela prouve qu'on est bien. Tous les diplomates vous le diront. Je parle sous votre contrôle. Entreprendre une démarche auprès d'un gouvernement ou d'une autorité non gouvernementale, mais d'une autorité étrangère, même si l'affaire à traiter est très urgente, même si on l'entreprend quelques minutes ou heures après en avoir reçu instruction de sa capitale, est plus efficace si on le fait de manière posée, sans précipitation. Car plus la démarche du diplomate sera faite avec calme et sérénité, plus il donnera aux autorités locales et aux yeux des compatriotes de ce diplomate dans le pays où il se trouve, une image, au-delà de lui-même diplomate, du sérieux de son pays, du sérieux de la démarche qu'il entreprend, de son point de vue. Cela, vu de l'extérieur, peut paraître une vue de l'esprit, même peut-être futile, mais c'est tout à fait réel. Ça donne du poids, comme le dit Talleyrand à Londres, à sa démarche, surtout si les points de vue des deux pays divergent ou si la situation locale est complexe, pour ne pas dire troublée. J'ai personnellement vécu, comme d'autres diplomates, ce type de situation. C'est-à-dire aller très rapidement voir tantôt
un ministre des Affaires étrangères ou dans un pays africain, un Premier ministre ou le Président, pour lui dire de la manière la plus sereine quelque chose de très précis, de très amical, mais qui nécessitait quand même une décision pas forcément prise par l'autorité locale. Sur ce thème, Talleyrand écrivait déjà en 1798, donc la période où il était ministre des Affaires étrangères du Directoire, comme instruction à tous les agents diplomatiques et consulaires français. Je le cite, « Gardez-vous surtout d'un défaut trop commun de nos jours. Je parle de cette énergie irascible et bruyante qui, dans un diplomate, ne sera jamais regardée comme une heureuse qualité. Mesurez toutes vos démarches et n'oubliez jamais que fougue n'est pas force. » Corollaire logique de cette affirmation, vous comprendrez que Talleyrand ait pu écrire, dans un autre document, « La chaleur et la passion ont gâté les meilleures affaires. » Et il préconise également, j'ai piqué ça dans un autre document, « Vous ne vous exprimerez sur cet objet qu'avec beaucoup de ménagement. Il y a des choses qu'il faut moins dire que faire entendre. » Les diplomates qui ont des choses à dire, quelquefois, les disent, on parle toujours du style diplomatique, les litotes, etc., un peu abusives, on n'appelle pas un chat un chat. Oui, mais l'objectif, ce n'est pas d'appeler un chat, l'objectif, c'est d'obtenir de l'autorité étrangère que l'on a face à soi ce que l'on souhaite qu'elle fasse. Quand un diplomate, comme on dit, fait des représentations à une autorité étrangère, c'est-à-dire des reproches, des plaintes pour un comportement qui déplaît, ménager cette autorité, mentionner la réparation que l'on attend peut-être, mais avec des égards particuliers, c'est le plus sûr moyen d'obtenir ce que l'on souhaite. Puisque l'on n'aura pas, on peut ne pas froisser ce que, je dirais, la sensibilité de son interlocuteur, par un langage qui, s'il était plus cru, ne manquerait pas de heurter. Et cela, c'est évidemment le plus utile quand ce qu'on demande est particulièrement complexe, notamment la libération de prisonniers, pour diverses raisons, qu'elles soient de droit commun ou autres. Il fixe par ailleurs une sorte de limite lui-même à la chaleur et à la passion qu'un diplomate peut avoir, parce qu'il pousse un petit peu quand même, quelquefois. Et il a un mot assez sympathique, je trouve, à propos d'une discussion, à ce mot, « toute patience m'échappa ». Vous imaginez Talleyrand, « toute patience m'échappa ». Et sans sortir de mes expressions de la mesure que je devais garder, je mis dans mon accent, plus que de la chaleur, plus que de la véhémence. Ça, j'imagine que c'est du Talleyrand à la limite de l'explosion. Mais elle ne s'est pas produite, évidemment. Et vous reconnaîtrez enfin qu'il est donc normal qu'il ait recommandé aussi la chose suivante. Il est souvent bon d'éviter l'emploi d'une note diplomatique dont la gravité peut parfois blesser. En diplomatie, c'est tout à fait d'usage de transmettre des demandes, des requêtes, par ce qu'il appelle notes diplomatiques, ce qu'on appelle une note verbale. Une note verbale, c'est quelque chose, vous en conviendrez, c'est tout à fait normal. En fait, c'est une note écrite. Elle s'appelle une note verbale, mais elle est écrite. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est le terme. Mais c'est vrai que, quelquefois, une note verbale, un papier écrit, pour demander des choses un peu sensibles, c'est une trace, ça peut, même si c'est bien tourné, etc. Parlons-en. Pas la peine d'écrire. Plusieurs fois, j'ai vu des ambassadeurs dire à des collègues, dont moi-même, pour ça, allez voir votre correspondant au Foreign Office ou au ministère des Affaires étrangères du coin, puis vous lui parlez de la chose. Pas la peine d'écrire. Rassurez-vous, au XXIe siècle, tous ces conseils, donc, sont totalement utilisables, d'usage, dans la diplomatie, dans les relations internationales. Talleyrand,
les lenteurs actuelles s'expliquent par l'esprit de conciliation dont l'expérience me prouve chaque jour de plus en plus les avantages. Ça, c'était, je vais citer Talleyrand en 1931 à propos de l'indépendance de la Belgique, c'était en 1933, un petit peu après donc, quand sur ce même dossier de l'indépendance de la Belgique, Talleyrand constatait que les uns et les autres, c'est-à-dire les Hollandais, mais même des Belges, pas les Belges en général, mais des Belges, continuaient de mettre divers bâtons dans les roues pour retarder cette indépendance, pour des raisons variées. Et Talleyrand ira même sur ce dossier un an après, en 1834, écrire « L'action ne nous ayant pas réussi, il fallait avoir confiance dans la puissance de l'inaction. » C'était pour aboutir, ce qui a eu lieu cette même année, à l'échange des ratifications du traité conclu sur l'indépendance de la Belgique. Tout diplomate a constaté, parfois, à un certain moment de sa négociation, qu'il est en effet plus utile de ne pas agir, de ne rien faire pour faire avancer son dossier. Et j'ai calé ça exprès sur l'aspect, enfin plutôt le dossier belge de l'indépendance de la Belgique, parce que ça marque ces étapes dans ce qui est utile de faire. Attention quand même, la lenteur, c'est une chose, plutôt l'absence de précipitation. Cette absence de zèle, cette lenteur affichée et assumée, je dirais, avec gourmandise, par un Talleyrand qui se piquait volontiers d'être un grand paresseux. C'est l'impression qu'il voulait donner. Va aussi de pair, quand il le faut, de sa part, avec la rapidité dans l'action. Dans ces instructions que je mentionnais de 1798, à tous les agents diplomatiques et consulaires, on lit ainsi « Il faut que le gouvernement soit averti de tout, qu'il le soit de tous les côtés et qu'il le soit à temps. » C'est toujours valable aujourd'hui, pas seulement au Quai d'Orsay. Alors, les moyens de communication ont changé. C'est plus rapide maintenant, hein, smartphone, tout le reste. Et parmi les qualités d'un diplomate, il souligne en 1800 la facilité nécessaire pour saisir bien et promptement les objets, c'est-à-dire les situations, comment dire, ce qui se passe dans le monde, car aucun État n'expose plus à des travaux instantanés et d'urgence. Vous ne serez pas donc étonné de voir, ça correspond, ça, c'est écrit en 1800, mais en 1830, quand il arrive ambassadeur de Louis-Philippe en Angleterre, de voir Talleyrand écrire à son ministre 3 jours seulement après son arrivée à Londres, en septembre 1830, pour se plaindre de la lenteur avec laquelle il reçoit des informations de Paris et pour demander à son ministre, en conséquence, de rétablir un usage qui existait quelques petites années auparavant et qui, dit-il, avait fait ses preuves. Retenez bien la date, hein, 1830. L'envoi à Calais par le télégraphe, ça existait, de toute information importante, le directeur des postes de cette ville, Calais, envoyant ensuite aussitôt à l'ambassade à Londres ce qu'il recevrait par télégraphe. De façon, quelquefois, pour ne pas dire souvent, à être informé des choses importantes qui se passent à Paris, mais aussi que Paris reçoit des autres capitales, au moins aussi rapidement que les Britanniques, et souvent avant eux. D'où la force de Talleyrand en apprenant aux ministres anglais certaines choses, voyez-vous, plutôt que de les apprendre par les gazettes, comme quelquefois il se plaignait. Et il note, on est en 1830, pour s'en plaindre, mais ça il ne peut rien contre, parce qu'il ne s'énerve pas contre les choses, que les tempêtes sur la Manche et les marées, quand elles sont contraires à l'arrivée des bateaux, retardent l'arrivée ou le départ du courrier. Alors, c'est historique, ça c'est ancien, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais ça vous montre, chez ce diplomate à la fois d'ancien et moderne régime, si je puis dire, son souhait de recevoir et de pouvoir agir très vite, calmement. Autre thème récurrent de Talleyrand, toujours valable aujourd'hui, je trouve,
toujours songer à l'avenir, toujours voir au-delà de ce qui est hic et nunc. Il écrit ainsi, « Ce qui est passé est passé. La nature n'a pas donné aux hommes Dieu par derrière. C'est de ce qui est devant qu'il faut s'occuper. » Autre phrase comparable, dans un autre contexte, « Dans les affaires du monde, il ne faut pas s'arrêter seulement au moment présent. Ce qui est fort peu de choses, toutes les fois qu'on ne pense pas que ce qui est produit ce qui sera. » Ces deux phrases demeurent une très utile boussole pour que le diplomate, aujourd'hui encore, ne perde pas le cap de sa négociation et pense à la portée, à la conséquence de ses paroles, de ses actions face à ses interlocuteurs. C'est pourquoi, dans beaucoup de négociations, il est souvent bon de ne pas insister sur les éléments passés lorsqu'ils sont négatifs. On a eu des reproches à faire aux partenaires en face de soi. Bon, on a dépassé la chose, on est prêt à adopter quelque chose qui convient. Pas la peine de mentionner que ça a mis du temps, qu'ils n'ont pas fait ce qu'on voulait, etc. Totalement négatif. L'objectif, le but à atteindre, la seule chose qui compte. C'était vrai il y a 2 siècles pour Talleyrand, ça l'est aujourd'hui. Dans la même veine, ce n'est pas le tout d'avoir raison. Encore faut-il prendre le temps de ceux auprès de qui on veut en faire usage. Je reviens... Oh non, je ne l'ai pas encore mentionné celui-là. Pensez à l'accord de Marcoussis en 2003 pour essayer de ramener la paix en Côte d'Ivoire, négocié notamment par Dominique de Villepin. Conduit absolument tambour battant, qui n'a pas tenu longtemps d'ailleurs. Beaucoup se sont dit, mais si on avait pu étaler ça sur au-delà de quelques jours, sur au moins plusieurs semaines, pour ne pas dire davantage, on n'aurait pas vu la chose, peut-être, c'est pas sûr, exploser quasiment l'encre du texte à peine sèche. Mais, encore une fois, le diplomate, quelquefois, n'a pas la possibilité d'avoir suffisamment de temps. Et aussi, il y a encore un bien large fossé entre une affaire faite et une affaire terminée. J'ai connu d'autres aussi, des situations où le diplomate croit, ça y est, on s'est entendu, on signe demain matin, tout est prêt, champagne. Tant que ce n'est pas signé, pas champagne. Quelquefois, on revient, oui, mais monsieur l'ambassadeur, vous savez, il y a encore la virgule à gauche, on voudrait la mettre à droite, etc. Talleyrand, ce que je vais vous dire là, c'est un peu dans le même ordre d'idées. L'envoi des troupes françaises dans un pays agité ne peut avoir lieu sans les faire participer aux dissensions qui le divisent. Le sang français peut couler, et le premier consul ne peut l'exposer que pour l'intérêt propre et immédiat des Français. Donc, ça, c'est une phrase sur l'époque aux alentours de 1800, par là. De manière comparable, vous le savez comme moi, on dit de nos jours que l'engagement de nos troupes, pas seulement en Afrique, vise à protéger nos concitoyens, et dans leur intérêt. Ce n'est pas le même théâtre, comme on dit, d'opération, etc., mais c'est la même idée, c'est le même principe. Autre phrase que j'ai cru entendre tout à l'heure, je ne sais plus par qui, le système qui tend à porter la liberté à force ouverte chez les nations voisines est le plus propre à la faire haïr et à empêcher son triomphe. Motivé, ça, par les conquêtes napoléoniennes, vous l'imaginez. Ce conseil n'aurait-il, à votre avis, plus aucune pertinence au XXIe siècle? Pas certain, hein? Quelquefois. Et dans le même ordre de réflexion, Talleyrand, c'est une mauvaise politique pour prévenir un abus possible de créer un danger réel. Pensez, je ne sais pas, par hasard à l'Irak, à la Libye, je dis ça tout à fait au hasard, hein, il y en a d'autres. Et dernier point sur ce thème, il écrit à son ministre « Je me soumettrai à vos ordres, mais je croirais manquer à mon devoir si je ne vous laissais pas entrevoir les inconvénients graves qu'entraînera à sa suite cette manière de traiter les affaires. »
Il se soumet, mais il faut qu'il dise des choses. Maxime générale qui, tout en marquant la loyauté de Talleyrand, du diplomate, que le diplomate se doit de respecter à l'égard de sa hiérarchie, l'autorise pleinement à lui faire part à sa hiérarchie, librement, ex ante, de sa pensée, de son analyse sur ce qu'il y a de mieux à faire pour conduire telle ou telle politique. Cette manière de faire, elle existe toujours au Quai d'Orsay. Hein. On est très libre de sa pensée quand on est diplomate, et quand on est, même sans être directeur et tout, on peut toujours être pas d'accord avec quelque chose, on le dit, on argumente en interne. Et si la décision qui est finalement prise n'est pas celle que vous avez préconisée, vous, et puis en général quelques autres, néanmoins, vous l'acceptez loyalement et vous l'exécutez. Alors il y a des cas extrêmes, si évidemment on passe d'un régime, disons, de Troisième République au maréchal Pétain, bon, ça c'est autre chose, c'est pas le même cadre qui s'applique là. Mais j'ai connu personnellement des questions de ce genre, ce type. Il y a eu au Quai d'Orsay une très grande réforme vers 1998-99. On a absorbé le ministère qui était indépendant depuis des décennies de la coopération dans le ministère des Affaires étrangères. Comme d'autres diplomates, pas excessivement nombreux, mais quand même un certain nombre, j'étais défavorable, on n'était pas favorable à cette mesure qui paraissait devoir répartir la manne de la coopération importante accordée par le ministère de la Coopération à nos anciennes possessions, colonies, dans un magma général d'une centaine de pays, parce qu'il n'y a pas que les pays sous-développés avec lesquels le ministère des Affaires étrangères a des actions de coopération, et affaiblir notre présence, par ailleurs très économique, politique et tout, en Afrique. On n'a pas été suivi, ce n'était pas à la mode, ce n'était pas par les temps qui courent dominant. Mais on a appliqué cette politique qui a abouti en effet à une certaine perte d'influence. Dans ce petit manuel, à part les quelques 40 pages de citations de Talleyrand, j'ai mis à la fin comme boussole utile, plutôt j'ai appelé ça utile amer, hein, pour ceux qui connaissent les bateaux, ils savent ce que c'est qu'un amer, une phrase tout à fait caractéristique de Hubert Védrine, disant qu'avec cette absorption de ce ministère de la Coopération par les Affaires étrangères, on a cru faire œuvre utile, on s'est tiré une balle dans le pied. C'est lui qui l'écrit. Je crois que c'est en 2010 qu'il a dit ça. Je trouvais assez fort. Voilà. Alors, ça c'est pour l'essentiel de ce qui peut être utile dans le métier diplomatique. Mais j'ai mis aussi quelques citations plus générales, qui ne sont pas spécialement utilisables en diplomatie, mais qui me paraissent pouvoir amener à réfléchir de façon roborative. Un truc très général d'ailleurs, c'est une réflexion que je fais avec peine, mais tout indique que dans l'homme, la puissance de la haine est un sentiment plus fort que celui de l'humanité en général, et même que celui de l'intérêt personnel. Je vous ai dit que Talleyrand avait quelquefois une vision un peu négative. Autre phrase un peu comparable. L'histoire des hommes nous donne ce triste résultat que c'est l'esprit de destruction qui accourt dans tous les lieux où les communications deviennent plus faciles. Le lien qu'il fait là entre le développement des communications et l'esprit de destruction me paraît quelque chose qui n'est pas seulement de son époque. Et ce qui alors ne vous étonnera pas, vu tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs cet après-midi en particulier, je n'aime pas la politique sentimentale. Et c'est cette politique sentimentale, ajoute Talleyrand, qui nous replonge dans les malheurs de la Révolution et de la guerre. La politique sentimentale, c'est tout le contraire de ce que préconise Talleyrand sur le thème de
rationalité du comportement, si je puis dire. On parlait à un moment de la politique, ça c'était Emmanuel de Varesquiel dans sa deuxième intervention avec Jean Mendelssohn, politique méditerranéenne. Le hasard fait que j'avais retenu une phrase de Talleyrand là, qui est la suivante. Lorsqu'on examine la position géographique de ce composé solide, compact, qu'on appelle la France, lorsqu'on suit tout son littoral, on a lieu d'être étonné qu'elle n'ait pas toujours regardé la mer Méditerranée comme son domaine. Je trouve que ça va loin, ça explique beaucoup de choses. Je terminerai enfin, parce qu'il faut quand même un peu l'heure tourne, par quelques traits d'humour qui se relèvent, qui sont semés partout dans beaucoup de correspondances de Talleyrand. Pas à l'officiel généralement, encore que. Il faut traiter légèrement les grandes affaires et sérieusement les affaires frivoles. Très sage. Qu'a-t-il fait d'ailleurs au congrès de Vienne avec sa nièce de cœur, la duchesse de Dino, sinon traiter sérieusement les affaires frivoles pour le plus grand bien de sa négociation sérieuse politique. Je crois que tout le monde s'accorde là-dessus. Et il en a donné plein d'exemples. Il a écrit également « Ce sont les bons dîners qui font les bonnes dépêches ». Les dépêches, c'est les lettres officielles qu'un diplomate envoie à son ministère des Affaires étrangères. Bon, maintenant, c'est très souvent des télégrammes, mais c'est la même chose. C'est un écrit qu'on envoie à son autorité dans sa capitale. J'ai remarqué, comme tous mes collègues partout, pas tout le temps, mais la table de l'ambassadeur de France, du consul général, la table d'un diplomate français même de grade qui n'est pas celui d'un chef de poste, si elle est bien, ce qui ne veut pas du tout dire luxueuse, ça compte, ça l'aide. Ça, et à l'étranger, partout, j'ai vu ça, tout pays confondu. Hein. Alors là, Est, Ouest, Nord, Sud, il y a probablement, je l'ignore, un ou deux endroits où ce truc-là ne sert à rien, c'est contre-productif, c'est possible. Mais c'est toujours la règle, l'exception plutôt, qui confirme la règle. Trait d'humour. À un ambassadeur d'Espagne se plaignant qu'une de ses lettres avait été décachetée, c'est-à-dire ouverte, Talleyrand répond « Monsieur l'ambassadeur, je parie que je devine d'où cela vient. Je suis persuadé d'une chose, c'est que votre dépêche aura été décachetée par quelqu'un qui voulait savoir ce qu'il y avait dedans. » Verbatim. Ça vous rappellera la formule fameuse de Mark Twain qu'il avait mise sur une lettre, ouverte par erreur pour voir ce qu'il y avait dedans. Je ne dis pas que Mark Twain a copié Le Prince des diplomates. Je fais simplement le rapprochement de deux choses tout à fait comparables. On parlait de Londres. Arrivé justement en septembre 1830, il est salué chaleureusement par les gazettes, après avoir été accueilli en fanfare par je ne sais plus quel envoyé du roi à Douvres. Et les gazettes lui trouvent même l'air franc et ouvert. Et Talleyrand de dire « C'est parce que j'avais le mal de mer que l'on m'a trouvé cet air-là ». Il avait de l'humour quand même, mais à mon avis, c'est assez british ça. Autre mot. On m'a encore reproché ce matin d'avoir changé d'avis. Mais y a-t-il quelque chose qui prouve davantage ma fidélité que de rester fidèle à mon inconstance ? Ça, c'est ce que j'appelle du Talleyrand tout craché. Je ne sais pas si Emmanuel Varesquiel sera d'accord avec moi, mais en diplomatie, ce genre de phrase, sympa, ça, pas mal. Au total, je dirais un Talleyrand sans illusion sur la nature humaine, mais ce qui est le fondement de la vie de diplomate, convaincu de la nécessité de toujours rechercher, d'aller de l'avant pour trouver des solutions, pour parvenir à résoudre les problèmes qu'on lui demande de résoudre. Quelquefois, que lui-même invente
qu'il faut résoudre comme ça. C'est vrai que le diplomate qui, un peu comme Talleyrand, pas seulement à Londres à la fin de sa vie, mais tient un peu la plume de son ministre, c'est assez rare de nos jours quand même. Mais Talleyrand, et ça se voit dans d'autres choses, c'est une très belle plume, en fait c'est un très grand écrivain classique, totalement du XVIIIe siècle, ça c'est clair. Et ces recommandations, donc, que j'ai eu plaisir à relever, n'ont rien à voir, évidemment, avec un point de vue historique de savoir si lui-même, d'abord, a appliqué toujours ce qu'il préconise, peu m'importe. Ce qui m'a paru intéressant et utile pour nos jeunes diplomates, parce que ça a été écrit dans l'objet principal de nourrir la réflexion des candidats à l'entrée au Quai d'Orsay, mais pas uniquement ça, qu'il ait donc trahi l'Église, Napoléon, d'autres. C'est pas dans mes recherches. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai eu le sentiment, au total, que les trois exposés que vous venez d'entendre offrent une certaine continuité et donnent l'impression, je pense, d'une flèche pour le passé, la période talleyranddienne, jusqu'à aujourd'hui. Alors, les périodes intermédiaires entre 1838 et aujourd'hui, pas la peine de les évoquer, mais on trouverait maints exemples de ces principes adoptés, suivis par tel ou tel diplomate du XIXe et début du siècle. D'autres écrivains et philosophes et même diplomates ont aussi, avant comme après Talleyrand, écrit sur le métier diplomatique. Montaigne, par exemple, Richelieu, c'est évident, Montesquieu, c'est moins connu, mais dans les pensées de Montesquieu, je dis bien les pensées, hein, pas de Pascal, mais de Montesquieu, il y a des perles absolument éblouissantes, des avis sur la vie internationale. Tocqueville, évidemment, j'ai oublié, mais Vergennes aussi, le ministre de Louis XVI. Et de nos jours, parmi les diplomates, je cite volontiers, parce qu'il est, je trouve, très roboratif, les divers écrits, il a fait plusieurs volumes, de Hubert Védrine, surtout depuis qu'il n'est plus ministre. Voilà. Je ne recommande pas du tout pour ça, par contre, Chateaubriand. Hein. Alors là, ça, il s'est fait renvoyer de partout, il n'était pas accepté parce que... Remarquez, il a écrit à Londres, quand il était à Londres, où il est resté, je crois, 6 mois. J'avais le grand avantage sur mes collègues de n'accorder aucun intérêt à mes travaux. Le diplomate, l'ambassadeur de France à Londres, qui dirait ça, très bien, merci monsieur. C'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps. Voilà, vous avez peut-être quelques questions, si c'est possible. Monsieur ? Là, il marche comme ça. Sans considération politique, je trouve que M. Le Drian est un habile diplomate aussi. Que monsieur ? M. Le Drian. Le Drian, oui, pardon. Que monsieur Le Drian est un habile diplomate aussi. Oui, hein. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui. Quand il était, même quand il était ministre. Un gouvernement de droite ou de gauche, je pense qu'il est bien. Enfin, à mon avis, personnel. Oui. Je remercie. Pardonnez-moi, pour répondre à monsieur sur un point. Vous avez utilement mentionné droite-gauche. Alors, il y a un truc qui est très frappant, je trouve, en France, chez les diplomates. Il n'y a pas vraiment de diplomatie de droite ou de gauche. Alors, il y a des gouvernements jusqu'à présent qui étaient de droite, gauche, droite, bon, etc. Mais en diplomatie, en politique étrangère, où vous avez, et quand vous êtes diplomate, que vous soyez à Paris ou en poste, comme on dit, à l'étranger, que vous soyez sur des questions diplomatiques ou, comme on dit, consulaires,
vous avez ou bien une politique dynamique, active, qui va de l'avant, qui promeut la France et qui obtient, quelquefois pas, parce que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des autres, par définition, des résultats, ou vous avez une politique plus atone, plus, etc. Et ça, c'est ni gauche ni droite. Vous voyez. Alors, c'est vrai que les difficultés budgétaires, la baisse des moyens, notamment pour la coopération à l'extérieur, sont des éléments qui rendent difficile une politique plus active. Alors, on a beau réaménager, on peut toujours élaguer certains postes, mais il y a eu des suppressions de postes dans certains endroits qui entraînent incontestablement une baisse d'influence. Quand il y a eu l'explosion de l'URSS, si je puis dire, avec les nouveaux pays indépendants, on a créé des ambassades partout. Une ambassade, ce n'est pas un ambassadeur. C'est un ambassadeur, plus au moins un numéro 2, plus un chiffreur, plus une secrétaire, plus voire 2, 3, plus un conseiller de ceci, un commercial, quelquefois un attaché de défense, etc., etc. Je ne parle pas du chauffeur et de la domesticité d'une résidence. Donc on a diminué le nombre de gens dans des endroits où quelquefois il y en avait trop, mais il y a des endroits où on a supprimé des consuls quelque part dans des endroits où ils étaient un peu isolés, perte d'influence garantie, là. Ça... Mais il faut savoir si le pays souhaite accroître son influence extérieure dans certains endroits, dans d'autres. Actuellement, et ça se comprend, et ça c'est depuis Laurent Fabius d'ailleurs, on met le paquet, comme on dit, sur la Chine. Pékin doit, je crois que c'est en 2018, la Chine en général doit comporter le plus grand nombre de diplomates à l'étranger par rapport à tous les autres pays. Ça se comprend, vu les évolutions en cours. Mais si on dépeuple d'autres trucs et qu'on s'affaiblit d'un autre côté, c'est pas forcément toujours bon. Quelquefois, il faut supprimer des postes, c'est tout à fait vrai. Hein. Monsieur, vous vouliez... Viennent d'être édités les mémoires d'André-François Poncet. Oui. Donc c'était des mémoires assez actives d'un diplomate qui était au fait de l'actualité. Les avez-vous relus et qu'en pensez-vous? Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre, je ne les ai pas lus, je les ai parcourus très vite il y a une vingtaine d'années. Mais ça me paraissait très très dynamique, bien vu sur l'Allemagne en particulier. Il y avait énormément de notes. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, mais Paris, quelquefois, là, je généralise pour les diplomates, les capitales, quelquefois, auxquelles les diplomates écrivent, ne suivent pas toujours. Talleyrand lui-même, quand il était à Londres, pour ne prendre que cet exemple, il contournait souvent, j'allais dire le Quai d'Orsay, n'était pas au Quai d'Orsay à l'époque, mais le ministère. Alors il écrivait à une femme ravissante dont le portrait est ici, la sœur de Louis-Philippe, Madame Adélaïde. Il y a une grande correspondance reprise dans le bouquin d'Emmanuel de Varesquiel sur Mémoire et correspondance du prince de Talleyrand, où on voit, on parlait des dames, là, justement, amies de Talleyrand de longue date, etc., et qui étaient confidentes, et c'était des relais pour lui, pour essayer d'obtenir du roi des choses, parce qu'il trouvait que le ministre, les ministres successifs qu'il a eus quand il était à Londres, il leur a taillé des costumes pour l'hiver, hein, quelquefois, même souvent. Philippe, alors je ne sais pas si tu as vu le film Quai d'Orsay. Oui, bien sûr. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, avec ce que tu penses de Talleyrand, ce que tu ressens de Talleyrand, qu'est-ce qu'il en aurait pensé de ce film? Parce que la caricature du ministère des Affaires étrangères est quand même extraordinaire. Il aurait sans doute trouvé que le ministre, dont j'ai oublié le nom dans le film... Mais... Dominique de Villepin. Non, dans le film, je dis dans le film. Je ne l'ai plus en tête. Et si c'est pas lui. Si, de Worms. C'est quoi, Alexandre de Worms? Alexandre de Worms, je crois. Et il aurait trouvé que c'est un agité. Ça, c'est clair, je pense. Mais difficile de spéculer sur ça, mais il aurait trouvé sûrement intéressant. Et j'ajoute, parce que ce n'est pas dans le film, dans le deuxième tome de ce même Quai d'Orsay, pour ceux qui ne l'auraient par hasard pas lu, ça peut se trouver, hein. Il y a, parmi la dizaine de petites séquences, il y a un voyage à Moscou qui est absolument fabuleux, un morceau d'anthologie où on voit Tellard de Worms, le nom Tellard de Worms,
en effet, Dominique de Villepin caricaturé, avec ses collaborateurs arrivant et en entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères. Et comme ils se sont connus au Venezuela, ils parlent en espagnol. Et alors on voit tout l'entourage de Villepin qui s'arrache les cheveux, parce qu'ils ne comprenaient rien, parce qu'il se trouve qu'il y a, c'est dans le dessin, il n'y a personne qui parle espagnol. Dominique de Villepin le parle, le ministre russe le parle, ils sont en confiance, ils disent 3 mots, je ne sais pas quoi. Enfin, et puis du côté russe, c'est pareil. La caricature est grandiose. C'est un bijou pour tous les diplomates du Quai adorent, me semble-t-il, tous ceux avec qui j'en ai parlé, il y en a beaucoup. Monsieur, pardon ? Il y a une citation d'Henri-Louis Mencken. Henri-Louis Mencken, voilà, qui cite précisément « Lorsqu'un diplomate dit oui, cela signifie peut-être. Ah oui. Et lorsqu'il dit peut-être, cela signifie non. Et s'il dit non, c'est pas un diplomate. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? Le mot est connu, oui. En général, on le compare à autre chose, dit par une autre catégorie de personnes. Est-ce que c'est vrai, pardon ? Non, parce qu'un non tourné galamment vaut beaucoup mieux qu'un oui impératif. Je crois que... Non, je ne suis pas sûr que Talleyrand ait dit ça, mais j'ai vu ça quelque part. C'est pas moi qui ai inventé le truc. Un non bien dit, un non bien tourné, avec les formes, la manière, en étant désolé. Donc, monsieur le ministre, je suis absolument désolé, on a retourné dans tous les sens, c'est absolument impossible de faire ça. Vous connaissez la France, vous savez que, etc. On ne peut pas, ça soulèverait des montagnes, etc. Plutôt que... oui, allô, monsieur le ministre ? Oui, oui, on va signer demain. Bonsoir. Le gars au bout du fil, bon, merci, oui, on va signer demain, mais c'est pas aimable. Alors oui, il le fera, mais bon. Oui, enfin, oui, mal tourné, pas bon. Hein. Je ne recommande pas ça. Josiane, d'accord ? Ce que j'ai aimé, c'était l'évocation du respect de l'autre. Ah oui, c'est fondamental. Fondamental. La considération. Oui, oui. Oui. Dans le cadre des Nations Unies, un vote, une voix, ça me paraît de nos jours encore plus pertinent qu'à l'époque du concert des nations du 19e siècle. Dominique de Villepin, justement, avait une très bonne formule qui rejoint les propos qui viennent d'être dits. Il n'y a pas de petits pays. Tous les pays sont égaux. C'est juridiquement totalement vrai depuis 1945, la Charte des Nations Unies. Et la morgue, quelquefois, que montrent certains grands, américains, mais pas uniquement, quelquefois, est pour eux, moi je m'en félicite, mais je suis français, totalement contre-productive. Et traitée avec une égale, non pas du tout avec condescendance, très mauvais, mais avec une égale équanimité de sentiments, de paroles, de ton, le représentant de Sao Tomé et Principe, avec l'ambassadeur du Canada, de Russie ou des États-Unis, c'est vraiment le b.a.-ba du métier. Ça. Alors là, et c'est vrai que c'est pas toujours observé. Et par rapport à soi, oui, ce petit machin-là, ou ce petit diplomate, là, moi, quoi, il faut que je voie le sous-directeur adjoint du ministère, alors que je suis quand même l'ambassadeur de France. Ce serait très mauvais. Parce que le sous-directeur adjoint, s'il est boudé par l'ambassadeur local, parce que l'ambassadeur local ne pourrait peut-être pas s'adresser, il n'y a peut-être personne d'autre au moment où il veut voir quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire monter l'info dans sa hiérarchie et on trouvera que l'ambassadeur est un peu méprisant. Quoi, la France nous méprise, que c'est que ça ? Très mauvais, très mauvais. Alors là, ça rejoint un problème qui touche la morale, alors je mets plein de guillemets. Est-ce qu'on serre la main à un dictateur ? On reconnaît des États, on parle avec des gens qui sont en place. On a bien fait, j'ai cru comprendre, je n'étais pas né à l'époque, mais je crois, Munich, non pas Munich, on s'est allié à Staline face à Hitler.
Staline était, c'est vrai, un grand démocrate, on est bien d'accord. Donc on pouvait lui serrer la main. Aujourd'hui, c'est vrai que, incontestablement, je crois que c'était le sentiment général des diplomates du Quai d'Orsay, mais là, encore une fois, je ne l'ai pas encore dit, mais je n'engage que moi, rassurez-vous. Je suis à la retraite depuis très longtemps, je le serai d'ailleurs depuis hier, que ce serait pareil. Je n'engage que moi. Mais l'appréciation qu'on pouvait porter sur la politique précédente à propos de l'affaire syrienne, de ne pas parler aux autorités syriennes parce qu'elles massacrent, c'est très bien, mais quel est l'ennemi? Est-ce que c'est ce qui s'appelle Daesh ou est-ce que c'est le régime syrien? J'ai demandé un jour à un diplomate français en poste, enfin en activité, le président syrien actuel, quel tort nous a-t-il fait à nous Français? Quels intérêts français a-t-il saboté, etc. C'est pas la question, mon vieux, t'as pas compris. C'est la réponse que j'ai eue. Il y a un changement opéré qui... Hein, il ne s'agit pas de dire qu'il est très bon. Le président actuel, il s'agit de savoir si on veut être actif, opérationnel. Tout le monde a dit quand même, sous toutes les plumes, que c'était très joli, très bien. On est vraiment les droits de l'homme, c'est super. Je ne suis pas contre. Les diplomates ne sont jamais contre. Mais on s'est mis hors jeu. Alors, la diplomatie française hors jeu sur un dossier majeur qui concerne la sécurité de la France et des Français, je reviens à la phrase que je citais, je ne trouve pas ça très malin, mais je ne suis plus aux affaires. Alors, Monsieur, pardon? Y a-t-il des diplomates en Corée du Nord? Pas que je sache, non. Il y en a, oui, on a un bureau. La France, dans l'ensemble, il y a 150 pays qui ont une ambassade à Pyongyang. L'énorme majorité du monde, la France n'en a pas. Oui, mais nous, on n'en a pas, oui. Il y a un bureau local. Il y a des relations qui se font un peu. Mais de même un peu, sauf que ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comparable quand même. On a, c'est pas une ambassade, mais on a un bureau à Taipei. On ne reconnaît pas l'indépendance de Formose, mais on a un bureau à Taipei. Mais alors là, il y a un diplomate. Mais là, on ne reconnaît pas la Corée du Non, Nord. non. Mais on est bien les seuls. Enfin, l'énorme majorité des pays du monde, y compris le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, je ne parle pas de la Slovénie, hein, c'est des pays qui pèsent énormément, pas les héritiers de l'Union soviétique, les pays de l'ex-Europe occidentale. On est les seuls à ne pas avoir de relations avec Merci. Merci infiniment. Je crois qu'il est 19h. Merci à tous.